Le jour se lève sur Sisopon. Au centre de protection de Krusartmé, les enfants se mettent en forme pour la journée. Construit en 1993 pour accueillir les enfants rapatriés des camps de Thaïlande, ce centre témoigne des 10 années d'action de Krusartmé en faveur des enfants défavorisés du Cambodge. Victimes de toutes les années de guerre qui ont déchiré le pays depuis plus de 25 ans, ils peuvent ici se reconstruire une vraie vie d'enfant, partager avec les autres les joies et les peines, se constituer vraiment une nouvelle famille. Un nouveau bâtiment a été construit, les arbres ont poussé. Comme les enfants, le centre de Sisopon a grandi. La première fondation cambodgienne pour l'enfance paraît à présent durablement enracinée dans la société khmer. Avant la douche et le petit déjeuner, les enfants participent aux travaux d'entretien du centre. La petite Noé, avant, elle est trafiquée par une femme à Bangkok pour mendier tous les jours. Et après, nous faisons des dossiers pour menacer cette femme-là. Et après, cette femme est entrée en prison pendant 15 ans. La petite Noé. Elle a 7 ans et elle ne connaît rien. Ses parents, où sont-elles avant, elle ne connaît rien. Elle connaît que le nom du trafiquant seulement. Maintenant, ça va. Elle va à l'école, ça va bien, la santé, l'éducation. Depuis plusieurs années, la lutte contre le trafic d'enfants et la prostitution est l'une des priorités de Krusartmé. C'est souvent la conjugaison de 3 facteurs qui jettent les enfants en main des trafiquants. Une pauvreté extrême des parents, une absence de valeurs morales, une crise familiale, décès, divorce, maladie ou violences domestiques. Naïfs, dupés par le trafiquant qui promet un travail, les parents n'hésitent pas à vendre, louer ou mettre en gage leur enfant. On retrouve ces enfants, parfois âgés d'à peine 4 ans, en train de mendier sur les marchés de Thaïlande, ou pire, prostitués dans les bordels de la frontière. Illégalement entrés en Thaïlande, ils sont parfois maltraités avant d'être expulsés par les autorités du pays. Pour informer la population et inciter les parents à refuser ces trafics, Krusartmé a édité près de 100 000 affiches. Parallèlement à l'édition de ces affiches, une troupe de théâtre a été créée. Elle sillonne la campagne avec un spectacle de prévention de ces risques. Écrite par les directeurs des centres de Krusartmé, interprétée par 11 élèves de l'école de théâtre d'ombre de Sisopon, cette pièce joue la carte de la farce tragicomique. Le scénario est le suivant. La trafiquante promet un travail aux parents de la jeune fille. Elle propose même une avance sur les salaires. Malgré les protestations de la jeune fille, les parents acceptent le marché. Un client se manifeste et appelle la trafiquante. Il est prêt à payer 400 $ pour s'attirer les services de la jeune fille. La jeune fille est en proie à la violence du client et de la trafiquante. Heureusement, ces cris attirent la police qui coffre trafiquants et clients. Lors de son procès, tenu grâce à l'insistance de Krusartmé, la trafiquante écope de 15 années de prison.
La conclusion de l'affiche et de la pièce est la même. L'enfant est l'avenir du Cambodge, protégeons nos enfants. Nous quittons à présent Sisophone et gagnons la ville de Siem Reap. Ce jour-là à Siem Reap, une double inauguration. Celle de la nouvelle école pour enfants sourds et celle de l'exposition Tonle Sap, source de vie. La danse de bienvenue est interprétée par des jeunes filles, elles-mêmes sourdes, qui ressentent la musique grâce aux vibrations ou suivent le rythme discrètement marqué par leur professeur. Cette nouvelle école est la 3e école pour enfants sourds du pays, après celle de Shpahampe dans la banlieue de Phnom Penh et les classes de l'école de Battambang. 4 grands bâtiments pour les salles de classe, 3 maisons plus petites pour les enfants qui habitent loin, une grande salle de répétition de danse avec son plancher en bois pour amplifier les vibrations. Les enfants sourds sont invités à se présenter aux visiteurs. Leur nom, en langue des signes, a souvent un rapport avec une particularité physique. L'exposition Tonle Sap, source de vie, destinée à la fois aux élèves des écoles de la région et aux visiteurs des temples d'Angkor, présente les différents modes de vie des habitants du grand lac Tonle Sap. Le lac Tonle Sap, plus grande réserve d'eau douce du pays, est l'un des plus poissonneux au monde. Les habitants des villages qui le bordent vivent de ses ressources, notamment en pratiquant une pêche intensive. L'exposition de Siem Reap est destinée à sensibiliser les visiteurs aux risques écologiques de cette exploitation intensive et non concertée des ressources du lac. Une seconde version de l'exposition est en cours de préparation, qui sera quant à elle itinérante afin d'aller à la rencontre des classes les plus éloignées. Les 25 années de guerre ont coupé les jeunes Cambodgiens de leurs aînés qui auraient pu leur transmettre leur propre culture. Pour permettre aux enfants de s'enraciner dans cette culture, de retrouver leur identité, Krusartme a créé un jeu de société, Nyak Nadung, qui sait en khmer. Par le mode du jeu, les enfants apprennent les bases de la culture cambodgienne, histoire, géographie, langue, tradition et religion. Petite démonstration de ce jeu par les jeunes du centre de Siem Reap. Quelles sont les différentes sources d'eau potable? Le lac Tonle Sap. Les lacs, les rivières et les ruisseaux. Que signifie l'expression avoir une fièvre de lièvre? C'est celle d'un paresseux qui fait semblant d'être malade. Dans quelle ville a eu lieu la dernière conférence internationale pour les droits de la femme? La conférence internationale pour les droits de la femme a eu lieu à Chicago. C'est une bonne réponse. Le jeu Nyak Nadung, édité à 1000 exemplaires, est distribué gratuitement à toutes les écoles et les ONG qui le demandent. Nous empruntons la route nationale numéro 5, axe principal qui relie Siem Reap et Phoi Phet. Quand j'habitais à Takeo, j'étais trop pauvre, je n'avais rien à manger. On a décidé avec ma famille de venir à Phoi Phet. À Phoi Phet, j'ai cherché un travail pour gagner de l'argent, comme par exemple pour porter des marchandises.
Je n'avais pas de maison, j'étais obligée de demander au marché de pouvoir y dormir. Crous-Artmé a vu que j'étais très pauvre et ils m'ont proposé de venir vivre dans le village. Depuis que je suis chez Crous-Artmé, je suis heureuse. Ils emmènent les enfants à l'école, ce qui me permet d'aller travailler au marché thaï. Donc j'ai pas de soucis à me faire pour envoyer les enfants à l'école et même si on est malade, Crous-Artmé nous soutient. Je travaille au marché thaï, je traduis pour un marchand de fruits qui ne parle pas khmer. Il me donne 100 bahts par jour. Le marché thaï où travaille Madame Hong Sokorn, le voilà. Nous sommes à Aranya Pratet, juste de l'autre côté de la frontière. Sur ce marché, la différence de richesse entre les deux pays est particulièrement tangible. Ici, un marchand d'œufs pour les Thaïlandais. Ces œufs cassés sont eux vendus à la sauvette par cette Cambodgienne. Et quand par chance les enfants dénichent une boîte avec 2 œufs cuits durs, ils n'ont vraiment pas perdu leur journée. Délaissés par leurs parents qui travaillent, les enfants cambodgiens errent en effet sur le marché à la recherche de tout ce qui peut être grappillé. Ce garçon et son petit frère ont eu la chance de trouver une canette de soda. Celui-ci fait de l'ombre à ce consommateur thaïlandais en échange de quelques centimes. Tout cela se fait sous l'œil méfiant de la police. Il ne vaut mieux pas se faire attraper. L'activité frénétique de la frontière attire les familles de Cambodgiens à Poi Phet, qui viennent de tout le Cambodge dans l'espoir d'y trouver un travail. Ils se retrouvent bien vite entassés dans de véritables bidonvilles. Les valeurs familiales volent alors bien souvent en éclats. Les familles se décomposent et se recomposent au gré du temps. Les enfants au milieu de ces tourbillons sont souvent livrés à eux-mêmes. Comment une mère seule pourrait-elle à la fois travailler pour nourrir ses enfants et trouver le temps de s'occuper d'eux? Comment pourrait-elle leur assurer un minimum d'éducation si elle n'a pas de quoi les scolariser? Uniformes, fournitures, etc. Une situation inextricable. Pour aider ces femmes, Crous-Artmé a établi il y a plusieurs années un village au cœur du bidonville. Une vingtaine de maisons qui abritent chacune des femmes veuves ou abandonnées avec leurs enfants. Population totale, 115 habitants. Autour de leur maison, ces mères peuvent cultiver un petit lopin de terre, élever quelques animaux, de quoi améliorer l'ordinaire. Une condition leur est posée, que leurs enfants en âge d'être scolarisés suivent les cours dans l'école de la ville. Pour les plus jeunes, afin de permettre aux mères de travailler, une garderie a même été construite au cœur du village. Je suis en train de replanter de nouveaux plants de liseron car beaucoup sont morts à cause de l'eau. J'ai planté aussi des légumes, des aromates. Je n'ai pas encore planté de papayer parce que les plants sont encore trop petits. Je viens de replanter des pousses de bananiers car ceux que j'avais plantés ont crevé dans les dernières inondations. Avant, je vivais à l'extérieur du village. J'étais seule avec mes 6 enfants et la vie était très difficile. J'étais obligée de couper la paille pour le toit des maisons et même mon grand garçon m'aidait à préparer les bottes et toute la famille s'y mettait. Je n'avais pas d'argent pour payer l'école. Je suis venue seule car mon mari est mort. Je suis très heureuse à présent. Les enfants peuvent aller à l'école et ils nous donnent tout le matériel, cartable, cahiers, crayons et ils conduisent aussi les enfants à l'école. Maintenant, ma vie n'est pas difficile et je suis très heureuse depuis que je suis ici. Le village Crous-Artmé de Poi Phet est une réponse efficace au problème des femmes de la frontière. Mais jusqu'à quand cette oasis sera-t-il préservée de la fièvre immobilière qui règne au dehors? C'est le début de la semaine.
Le camion de ramassage scolaire fait une grande tournée dans les environs de Battambang. Il faut en effet aller chercher les élèves de l'école pour enfants aveugles. Ce soir, la tournée sera plus courte car ceux qui habitent trop loin de la ville sont pensionnaires. Ils resteront toute la semaine. Crous-Artmé a véritablement été pionnière dans le domaine de l'éducation des enfants handicapés. Avec l'ouverture de 2 premières écoles pour enfants aveugles, des 3 premières écoles pour enfants sourds, elle a développé des outils pour enfin donner une chance à ses enfants. Le braille khmer et la langue des signes. Un travail de fond qui peu à peu a changé le regard des valides sur les handicapés. Depuis que je suis à cette école, ma vie a été transformée. Par exemple, avant, comme je ne savais rien, personne ne s'intéressait à moi. J'étais un enfant en dehors de la société. Depuis que je suis élève à l'école de Crous-Artmé, j'ai pu me faire des copains et j'ai enfin compris que je pouvais apprendre, que je pouvais moi aussi avoir un avenir. Aujourd'hui, dans la classe des grands, examen de mathématiques. La rapidité avec laquelle ces enfants apprennent est stupéfiante, comme s'ils voulaient rattraper les années perdues. Si bien que désormais, les plus anciens arrivent sans difficulté à suivre les cours en commun avec les enfants voyants à l'école de la ville. De l'autre côté de la cour, cours de mathématiques dans une classe pour enfants sourds. Le professeur est sourd lui-même. Pour permettre aux enfants sourds de la région de Battambang d'avoir accès à l'éducation, Crous-Artmé a aménagé un bâtiment de l'école pour enfants aveugles pour les accueillir. 33 enfants y sont scolarisés depuis la rentrée 2000. Le soir, après les cours, tous, aveugles et sourds, participent aux travaux de jardinage de l'école. Ce n'est pas une corvée pour eux, car cela se fait toujours dans une très bonne ambiance. Les succès observés dans le domaine de l'éducation des enfants handicapés ne doivent pas cacher une réalité bien plus complexe à gérer, celle des enfants des rues de Phnom Penh. Partons à la rencontre de ces enfants avec les membres des équipes spécialisées de Crous-Artmé. Nous nous arrêtons près d'une grande station-service. Une douzaine de gamins passent la nuit là, en proie au désarroi le plus grand. Le problème des enfants des rues est difficile, car ces enfants refusent les contraintes liées à la vie en communauté dans les centres et préfèrent bien souvent l'apparente liberté de la rue. Face à ce problème, les travailleurs sociaux de Crous-Artmé opèrent un travail de fourmi qui peut paraître bien dérisoire. On soigne les petits bobos pour éviter qu'ils ne s'infectent. On coupe les ongles pour améliorer l'hygiène alimentaire. On leur donne un peu à manger. On tente par le dialogue de les remettre dans le droit chemin. Nombre de ces enfants sont en grand danger. Ils sniffent de la colle à longueur de temps. Outre les phénomènes de dépendance, cette drogue provoque à brève échéance des lésions irréversibles du cerveau. C'est un problème de santé majeur dans les rues de la capitale.
Si tu continues à sniffer la colle, ça va te bousiller la tête. Ça abîme la gorge, les poumons, le ventre, la vessie. Tu vas devenir maigre, tu ne pourras plus manger. Tu auras même des problèmes pour voir. Avec ta tête, tu ne pourras plus réfléchir. Si ta santé est foutue, tu n'as plus d'argent. Garde plutôt ton argent pour manger. Combien tu payes la colle? Avec 3000 riels, tu peux manger. 1000 riels le matin, 1000 le midi, 1000 riels le soir. Avec ça, tu es rassasié. Tu veux apprendre? Si tu veux apprendre, tu peux venir au centre. Il y a à manger 3 fois par jour, il y a même du dessert. Il y a des moustiquaires, des couvertures, du savon, il y a des vêtements. Si tu veux y aller, je t'emmène. Pourquoi l'action pour les enfants des rues est-elle plus difficile à mener que l'éducation donnée aux enfants handicapés? Déjà, on ne travaille pas du tout avec la même population. Avec les enfants sourds, avec les enfants aveugles, vous êtes en présence d'enfants qui ont une famille, qui est donc une structure. Alors que les enfants des rues sont des enfants qui ont quitté leur famille, qui ont quitté une structure qui n'arrivait pas à les prendre en charge et qui sont de plus rejetés par la société. Et donc, par conséquent, c'est beaucoup plus difficile, effectivement, d'intégrer ces jeunes qui, autour d'eux, voient une vie facile et qui n'ont pas la structure nécessaire pour leur dire que la vie, c'est pas ça. C'est pas la consommation tout de suite, c'est pas l'argent facile, il faut travailler, il faut apprendre pour pouvoir ensuite avoir un métier, pour pouvoir gagner honnêtement sa vie, pour construire sa vie, pour créer sa famille. Et je crois que là, il y a effectivement un modèle qui manque et que par conséquent, pour ces enfants, c'est difficile. Donc, c'est des programmes qui sont longs. Vous regardez ces enfants qui se shootent à la colle, quand vous les voyez se détruire et prendre plaisir, entre guillemets, à se détruire, de temps en temps, on a envie de leur mettre une claque et de leur dire « bon, maintenant, ça suffit ». Et pourtant, ce n'est pas la solution, donc on ne le fait pas. Mais la solution n'est pas très facile à trouver. Ils ne souhaitent pas sortir de la rue, ils ne souhaitent pas apprendre un métier, ils ne souhaitent pas avoir des contraintes. Et pourtant, s'ils n'ont pas ce minimum de contraintes, eh bien, ils vont se détruire et au bout de 6 mois, vous aurez un enfant normalement constitué qui était capable de suivre une éducation, qui était capable d'avoir un avenir, qui aura un cerveau détruit, un intellect réduit à néant, capable seulement de détruire tout ce qu'il voit autour de lui et d'essayer de voler, de profiter de ce qu'il n'a pas construit. Quel âge tu as? 13 ans? Et tu t'appelles? Depuis combien de temps, Weng, tu es dans la rue? 3 ans déjà? Tu veux venir avec moi? Inlassablement, les éducateurs tentent de convaincre ces enfants de venir trouver refuge au centre de Krusartmey. Ce soir, ils n'y parviendront pas. Tu veux pas venir au centre? Lors de la tournée du lendemain matin, le petit Manit a accepté de venir au centre de Chamkarmon. Dans cette maison, il va trouver un refuge pour le jour et pour la nuit. Il pourra s'y laver, se vêtir et se nourrir, recevoir des rudiments d'éducation. Il est libre de rester ou non, mais s'il se sent bien ici, il saisira peut-être la chance qui lui est offerte. Cette maison, comme celle de Psa Depot dans un autre quartier de Phnom Penh, est une maison d'accueil temporaire, un tremplin pour une réinsertion sociale à l'issue d'une période de stabilisation de quelques mois. Si une réintégration dans les familles n'est pas possible, Krusartmey a mis en place une structure plus légère afin d'accueillir et de stabiliser ces enfants des rues et ceux rapatriés de Thaïlande. 5 petites maisons, tenues chacune par un couple, qui vit là avec ses 2 ou 3 enfants et qui prend en charge 10 garçons et filles. Bien encadrés dans un vrai cocon familial, les enfants qui sont arrivés meurtris par les épreuves qu'ils ont traversées, la rue, la mendicité, les prisons de Thaïlande,
arrivent peu à peu à retrouver le sourire. La plupart de ces enfants viennent de Poi Phet. Ils ont été expulsés de Thaïlande. Le problème des petits, quand ils sont arrivés, c'est qu'ils pleuraient souvent. Quand ils se réveillaient, ils réclamaient leur mère et ils pleuraient. Ils étaient arrivés dans un état de santé désastreux, avec des otites, les oreilles pleines de pus. Ils étaient très sales. Les grands, au début, ils posaient toujours des problèmes. Ils ne voulaient pas nous obéir. Et puis peu à peu, ils ont eu envie d'apprendre et depuis le Nouvel An, ils font beaucoup de progrès. Je suis vraiment très fière d'eux. Au début, seuls les grands nous appelaient papa et maman. Les petits ne nous appelaient pas papa et maman. Ils nous appelaient oncle et tante, c'est une marque de respect. Petit à petit, comme on s'occupait d'eux, ils se sont mis à nous appeler papa et maman. Pour achever ce voyage au Cambodge, voici un extrait d'un spectacle de théâtre d'ombre interprété par les enfants du centre de protection de Siem Reap. Il est question d'un litige entre deux paysans. Au total, après 10 années d'existence, ce sont près de 700 enfants qui sont soutenus intégralement par Khru Sart-Mey. Près de 3000 autres sont accueillis dans les écoles ou sont aidés partiellement. Avec le soutien de tous ces donateurs, par le dévouement de ces 180 travailleurs sociaux cambodgiens, de ces volontaires européens, sous la supervision de Benoît du Château-Arminjon, l'action de Khru Sart-Mey s'inscrit dans la durée. Maintenant, ça fait 10 ans que j'ai en fait démarré cette organisation, Khru Sart-Mey, qui est devenue un petit peu ma nouvelle famille. Et puis, ce qui est sympa de voir quand je regarde un petit peu en arrière, c'est tous ces gamins qui sont intégrés, qui ont créé aussi leur nouvelle famille, avec ces projets qui tournent, des écoles pour enfants aveugles, des écoles pour enfants sourds, qui permettent de mettre en place une structure éducative complète pour ces enfants handicapés qui n'avaient pas du tout accès à l'éducation en 93. Depuis, les choses ont bien changé, les mentalités changent. Et je crois que c'est ça qui est important. Et puis surtout, la prise en charge des programmes par les Cambodgiens, leur prise de responsabilité dans Khru Sart-Mey, qui est devenue leur organisation, qu'ils se sont appropriés cette nouvelle famille de tant d'enfants. My name is Prom Thari. Mon nom est Prom Thari. Mon prénom, c'est Thari. I have been working for Khru Sart-Mey for 5 years. Je travaille pour Khru Sart-Mey depuis 5 ans, fin 1995. I started in Khru Sart-Mey as the assistant director. J'ai commencé comme directeur assistant et maintenant je suis directeur général. General director that I have to manage. Mon rôle est de diriger et contrôler les activités opérationnelles de Khru Sart-Mey. Regarding operation. From the beginning, I can tell that Benoît. À mon arrivée, Benoît était activement impliqué dans le déroulement des programmes. Il y avait plus de volontaires étrangers aussi. And we have more expatriates. And right now, à présent, Benoît peut se mettre en retrait et déléguer les opérations au personnel cambodgien. Maintenant, je suis bénévole pour l'organisation et j'ai donc un métier, j'ai des occupations extérieures et je continue à passer 30% environ de mon temps pour la recherche des fonds, pour le contrôle nécessaire aussi. On a des équipes qui sont extrêmement impliquées dans le quotidien de Khru Sart-Mey, dans la préservation des valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire la solidarité, c'est-à-dire l'intégration des enfants, c'est-à-dire aussi faire avec un maximum d'efficacité sans créer des frais administratifs inutiles pour créer justement les programmes qui dans 50 ans seront toujours là à apporter
cette éducation nécessaire aux enfants cambodgiens, cette éducation sans laquelle eh bien, ils n'auraient pas une vie d'enfant comme j'ai eu la chance d'en avoir. Depuis 10 ans, les programmes de Crous Artmé sont menés avec le soutien de nombreux donateurs privés. Pour que tout ce qui a été construit ne se perde pas, Crous Artmé a besoin de vos dons. Au nom des enfants, merci.